Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce café littéraire parisien numéro 2. Ce café, il s'inscrit donc dans la dynamique de la promotion des auteurs africains, afrodescendants, dans le cadre de l'association de la scène littéraire, qui est donc le Cercle des Amis des écrivains noirs engagés. Son but à cette association, c'est de promouvoir et de défendre les littératures qui sont produites par des auteurs africains afrodescendants. Et c'est dans des textes qui vont mettre en avant une cause qui a trait au monde noir. Donc elle peut être politique, sociale, idéologique. Et donc la scène littéraire a créé le prix littéraire Les Afriques, qui existe depuis 2016. Et dans ce cadre, pour le prix littéraire Les Prix des Afriques 2019, on a une liste de présélectionnés, il y en a environ 15. Et parmi ces présélectionnés, on a Madame Toufat Moutar avec son roman Vert cru, qui est juste là. Et donc, on est très content de la recevoir parmi nous. Je suis accompagnée aujourd'hui de, allez, on va dire, bookstagrammeuse, ça se dit? Donc, des femmes noires qui sont sur Instagram et qui parlent de littérature africaine parce que c'est une littérature qu'elles veulent défendre et qu'elles veulent mettre en avant. Et donc, dans ce cas, je vais les laisser se présenter. On va commencer par Leslie. Bonjour à tous, donc moi je suis Leslie, ravie d'être là. Merci à la scène, merci à Christelle d'organiser ces événements. Et merci à Toufat Moutar d'être là avec nous. Voilà. Alors moi c'est Léna, donc je suis à l'origine du Baobab littéraire. C'est un webzine littéraire qui est consacré aux littératures afro. Voilà, Christelle m'a proposé de participer à cet événement, donc je suis contente d'être là aujourd'hui. Voilà, merci. Alors moi c'est Marina, je lis principalement des auteurs afrodescendants et donc c'est à ce titre que j'ai été invitée pour discuter avec vous. Voilà. Bonjour, moi c'est Gina So. Pareil, je fais des avis littéraires sur Instagram et je remercie Christelle de m'avoir invitée. Moi c'est Audrey et pareil, je suis bookstagrammeuse, on va dire. Et je lis aussi pas mal de livres afro et voilà, j'ai été cordialement invitée à participer à ce panel aujourd'hui. Voilà. Merci bien. On va rentrer dans le vif du sujet. On a la chance d'avoir un auteur avec nous. Merci Toufat. Et du coup, dans cette optique, j'aimerais savoir un peu si vous pouviez nous parler de vous, qu'on sache un peu votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture et qu'est-ce qui motive à écrire un vers cru. Bonjour, déjà merci Christelle de m'avoir invitée, merci à la scène littéraire et surtout merci aux bookstagrammeuses d'être venues. Je suis un peu novice en fait sur Instagram et sur les bookstagrammeurs et c'est vraiment une belle surprise de voir que vous mettez en avant, que vous mettez en visibilité des auteurs qui, même s'ils ne se définissent pas forcément comme étant africains, sont systématiquement catalogués en fait. Toujours au rayon Afrique, on va avoir tous les genres littéraires, science-fiction, romance, etc. Ça va être cantonné à un rayon. Et donc c'est pour ça que je pense que ce que vous faites est essentiel en fait. Ça dépasse votre passion pour la littérature, je pense que vous en avez conscience et c'est vraiment essentiel, c'est vital et je pense qu'on est à un moment clé de la visibilité, en ce qui concerne la visibilité des auteurs africains, afrodescendants. Je pense qu'on est vraiment à un instant clé. Donc en ce qui concerne mon parcours, qu'est-ce que je peux dire? Très brièvement, moi je suis née aux Comores, mais je n'y ai pas vécu mon enfance. J'ai vécu mon enfance en Afrique, donc entre plusieurs pays d'Afrique, notamment d'Afrique centrale et australe, Burundi, Rwanda, etc. Et j'ai été marquée, on va dire que mon premier pas vers l'écriture, ça a été différents conflits auxquels j'ai échappé. J'ai vécu au Burundi en 84, enfin j'y étais jusqu'en 94, quand le génocide rwandais a éclaté, on était voisins. Donc quand le président Hutu Melchior Ndadaye s'est fait assassiner, j'étais là. On a entendu l'avion qui explosait, etc. Donc on est parti, on nous a évacués.
Et j'étais petite, mais j'avais quand même un sentiment de lâcheté en fait. J'avais l'impression d'abandonner mes amis, d'abandonner un pays qui était devenu le mien. Et il s'est produit exactement la même chose au Congo-Brazzaville, que j'ai fui littéralement en 96, juste avant que n'éclate le conflit aussi, la guerre. Et j'ai fui aussi l'épidémie du virus Ebola. Donc ces deux épisodes-là de ma vie, plus des professeurs, des instituteurs que j'ai eus qui ont repéré très tôt que j'avais besoin d'écrire, que j'aimais beaucoup ça, ces événements-là de ma vie m'ont poussé en fait ont fait que l'écriture est une sorte de, pas un exutoire, mais c'est un dialogue avec moi-même en fait. Je réfléchis en écrivant. Quand je cherche la réponse à un problème, souvent on va me conseiller, depuis petite, on me conseille oui, mais il faut que tu réfléchisses, il ne faut pas que tu baisses les bras, etc. Tout ce qu'on dit aux enfants en fait, ne pleure pas, arrête de pleurer, arrête de bouder, machin. Et moi j'étais souvent la petite fille qui était du genre à dire moi je vais bouder. Vous m'avez contrariée, vous ne m'écoutez pas. Il faut savoir que je suis la plus jeune dans ma famille avec des frères et sœurs qui ont quand même une certaine distance par rapport à moi. Et du coup, en termes d'âge, et donc mon moyen en fait de composer avec toutes ces choses-là, c'était de me retirer dans mon coin. Donc j'ai commencé à écrire quand j'ai commencé à bouder dans mon coin en toute conscience en fait. Quand je disais je vais aller dans un coin pour bouder, j'allais réellement dans un coin, je m'asseyais et je boudais. Et je me suis rendu compte que j'attendais qu'on vienne me chercher. Sauf qu'on ne venait pas. Parce qu'un enfant qui va bouder, qui dit je vais bouder, c'est plus drôle qu'autre chose. Donc on se dit oh elle va bouder, c'est mignon. Puis ah ça y est, t'as fini de bouder. Donc et pour moi c'était une façon de dialoguer avec moi-même, de me rendre compte que non, on ne vient pas chercher les enfants qui boudent, qui disent qu'ils vont bouder dans leur coin. Et je me suis dit, dans ce cas-là, je ne me suis pas dit comme ça, mais la pensée s'est formée dans mon esprit, selon laquelle, puisqu'on ne vient pas me chercher, moi j'irai crier haut et fort ce que j'ai à dire, parce que ce n'est pas parce que je suis une enfant, je rejoins pas forcément Françoise Dolto dans tout ce qu'elle dit, mais quand elle dit qu'un enfant de 5 ans est une personne à part entière, moi je la rejoins totalement. À 5 ans, je me sentais vraiment comme une personne à part entière. Donc, je pense que tous, on a ce sentiment-là. C'est juste qu'on nous l'étouffe un petit peu. On nous fait souvent comprendre que non, tu es une moitié de personne, une demi-personne. Et donc, c'était le fait d'écrire, j'ai commencé par le dessin, de temps en temps je dessine, par le chant aussi, mais c'est vraiment dans l'écriture que j'arrive à être honnête totalement avec moi-même. Et on va dire que c'est dans l'écriture que j'arrive à dire tout ce que j'ai à dire, que j'ose dire tout ce que j'ai à dire au monde en fait. Je n'oserais pas faire une expo de dessin, j'aurais un peu de mal à le faire, même si un jour j'arrive à atteindre un certain niveau, j'aurais du mal. J'aurais du mal à m'exposer en train de chanter, mais par contre écrire, c'est une espèce de... Ça résulte d'une espèce de cri en fait. C'est comme s'il y avait une personne à l'intérieur de moi qui disait non, moi tu peux réduire au silence tout le reste, mais moi, désolé, tu ne pourras pas me réduire au silence. Et donc c'est ce cri-là qui se manifeste à chaque fois que j'écris, et voilà. Après, pourquoi j'en suis venue à Vers Cru ? Vers Cru, c'est un roman que j'ai tissé pendant 4-5 ans, pendant 5 ans. C'est un roman qui s'est tissé malgré moi un peu. Parce qu'au début, je voulais écrire, je venais de sortir mon recueil de nouvelles, et je me rendais compte que ce que j'écrivais avait du sens et trouvait un sens chez les gens, pouvait faire écho chez les gens. Donc je me suis dit, j'ai envie d'écrire autre chose d'un peu plus étoffé. C'est quel recueil de nouvelles juste Âme suspendue, qui est sorti en 2011 aux éditions C'est la Cante. C'était une maison d'édition comorienne. D'accord. Et donc, au tout départ, Vers Cru, le point de départ, c'était purement un ego trip au départ. C'était vraiment un ego trip. Si vous lisez les tout premiers manuscrits, c'était vraiment, un ego trip non, mais plutôt une volonté de se faire publier, en fait. Je regardais un peu comment faire pour se faire publier, toutes les bêtises qu'on publie, qu'on voit sur Internet. Et je regardais, et puis je me disais, tiens, moi j'ai envie d'écrire, j'en ai l'âme, je pense que c'est ma manière d'être au monde,
Mais puisqu'on ne m'entend pas, puisqu'on me cantonne à des catégories, ben, je vais faire en sorte de parler au plus de monde possible. Donc je vais chercher comment parler au plus de monde. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. La première année, c'était un flop total dans ma tête parce que ce n'était pas du tout en phase avec ce que je ressentais, avec ce que j'avais vraiment envie de dire. Ça ne fonctionnait pas du tout. Et après, j'ai rompu avec l'histoire, avec le manuscrit, avec tous les thèmes qui sont abordés. Et puis, je suis revenue dedans, après avoir discuté avec les gens de mon entourage, avec mon mari, avec mes amis, qui me disaient « Mais est-ce que ce ne serait pas bien que tu lis ce que tu écris avec l'histoire, avec un grand H ?» Et moi, au début, j'étais très opposée à cette idée-là, parce que j'ai toujours eu une vision de la littérature un peu comme si c'était une chose un peu éthérée, en fait. Une chose pas forcément liée à l'histoire avec un grand H. Moi, au début, je voulais écrire... quand j'ai commencé à écrire mes tout premiers manuscrits qui sont dans mes tiroirs, qui dorment dans mes tiroirs et que je reprends au fur et à mesure, c'était des manuscrits qui se rangent facilement du côté de la fantaisie. D'accord. C'est plus du côté fantasy et oui, un peu ésotérisme, un peu science-fiction, je touchais un peu à tout. Et c'était vraiment par passion, par envie de le faire. C'est une passion au point que pour ma dissertation au bac et ma dissertation au brevet des collèges, j'ai choisi les épreuves de rédaction, de dissertation, et j'inventais des histoires. C'est vraiment parce que c'est mon délire. Sauf que quand on me disait il faut lier ça avec l'histoire avec un grand H, je me suis dit ça c'est une injonction qui va m'empêcher de m'exprimer totalement. C'est comme ça que je voyais la chose. La petite touffade remonte. C'est ça. C'est la petite touffade qui remontait. Je disais non mais d'où tu viens de me dire de parler en ton nom, non mais ça va pas. Il y a un auteur comorien qui est décédé, qui s'appelle Salim Atubou, qui me disait mais tu dois porter notre littérature, tu dois continuer là où je me suis arrêtée, devoir de mémoire, oui. Etc. Et moi j'étais là mais tu me saoules en fait avec les histoires de devoir de mémoire, j'en ai pas envie, je veux juste écrire. Et en fait, au fur et à mesure de ma réflexion et de la rédaction du livre, je me suis rendu compte qu'il y avait des fantômes comme ça qui revenaient en fait. Je me suis rendu compte de la raison pour laquelle il fallait que je parle de l'histoire avec un grand H, pas pour obéir à une injonction quelconque, mais parce que ça me hantait à mon insu. C'est ça, en fait. C'est de ça que je me suis rendu compte. Et le petit épisode qui a été décisif, c'est une scène qui a eu lieu dans ma maison familiale aux Comores. Donc on était là, en famille, avec mon père, ma mère, avec tous les gens qui composaient la famille. Et donc je vois arriver une famille de gens qui venaient d'un village très éloigné, et qui viennent et qui demandent après mon père. Donc je vais l'appeler, il vient, et ils lui disent bonjour, nous sommes de telle ville, de tel village, et notre village était un domaine de plantation pour ton arrière-grand-père. Non, ton grand-père. C'était beaucoup plus proche que ça. Pour ton grand-père. Donc c'était lui le propriétaire, nous étions ses serfs, entre guillemets. Et donc, ça fait longtemps que tu n'as pas réclamé le territoire, ça fait longtemps que tu n'as jamais cherché à savoir qui nous étions, etc. Donc on vit tranquille depuis un moment, mais on se rend compte qu'on n'avance pas en fait en tant que village. On a envie de faire des choses, on a des citoyens qui ont envie d'être entrepreneurs, etc. Mais il y a quelque chose on y croit beaucoup à ça, en fait, il peut y avoir des barrières qu'on ne lève pas. C'est un peu pour ça qu'on fait appel à des pratiques qui sont semblables à l'exorcisme, etc. C'est pour lever certaines barrières psychologiques. Et donc ils viennent et lui disent voilà, on se rend compte qu'on est bloqué en fait dans notre avancée, on n'y arrive pas, et on vient te demander de nous libérer. Alors lui il dit mais faites votre vie, je ne veux rien, je ne veux pas de vos récoltes, je ne veux rien du tout, faites votre vie, vous êtes déjà libre depuis très longtemps. Et ils insistent, ils disent non, il faut que tu prononces la phrase en fait. Il faut que tu dises je vous libère. Moi, fils d'un tel, petit-fils d'un tel, je vous libère. Voilà, il faut que tu le dises vraiment, que ça sorte de ta bouche. Et ça m'a frappée en fait, quand il m'a dit ça, quand ils lui ont dit ça.
Ça m'a frappée parce que je viens d'un pays qui pendant longtemps s'est vanté de ne jamais avoir été réduit en esclavage, dans lequel pendant longtemps on a toujours dit « Oh non, il y a eu l'esclavage autour de nous, mais nous jamais, jamais on a subi ça ». Et de plus en plus, il y a des travaux qui montrent que non, en fait, ça a existé. Et je viens d'un pays où on va dénoncer l'esclavage, la traite atlantique, alors qu'on a nous-mêmes, quand on y réfléchit, quand on prend du recul, j'ai pris ce recul-là, je me suis dit, mais on est un pays qui est à 99% musulman, qui est composé de personnes qui sont à peau foncée, à peau claire, un gros mélange. Je peux avoir une peau très foncée, ma soeur peut avoir une peau très claire, et ça ne choque personne, ça ne choque personne, mais dans le langage, dans la vie de tous les jours, on va souvent dire elle est plus belle. C'est qui, de laquelle des sœurs est-ce qu'on parle? De la plus belle ou de la plus moche? De la plus claire. Et il y a même une petite, comment dire, quelque chose qui me choquait, moi, profondément, et qui ne choquait strictement personne dans mon entourage, c'est que dans le village de ma mère, ou la ville plutôt, c'est plutôt une ville, mais dans la ville de ma mère, il y avait deux femmes qui s'appelaient Marie toutes les deux. L'une était très claire de peau, l'autre était foncée. Et donc, la première, on l'appelait Marie la Belle, et la deuxième, Marie Mauvaise. Ah, carrément mauvaise. Marie Mauvaise, avec en comore, enfin dans le, on utilisait les termes français, mais en comore, avec l'accent comorien, Marie Mauvaise. Voilà, c'est elle, c'est Marie Mauvaise. Et moi, ça me choquait profondément, je ne comprenais pas. Et quand j'ai demandé pourquoi on l'appelait Marie Mauvaise, parce que pour moi, on l'appelait comme ça, peut-être parce qu'elle était méchante, je sais pas, peut-être qu'elle avait un cœur dur, comme on dit souvent. Oh, elle a le cœur dur, celle-là. Donc moi, je me suis dit peut-être qu'elle a le cœur dur quand j'étais petite. Et puis non, on m'a dit non, c'est parce que la lune est blanche et l'autre est noire. Ah. Donc il y a... ah oui, d'accord. Donc moi, s'il y avait une Toufate plus claire de peau que moi, je serais Toufate mauvaise et l'autre serait Toufate la belle. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser là-dedans parce qu'il y a des fantômes qui restent, des héritages qui sont restés et qu'on ne dit pas. Et donc j'en parlais encore une fois pour finir avec mon père et je lui disais, mais il me demandait, mais sur quoi ça va être ton roman là? Parce qu'il avait une espèce de petite méfiance, parce qu'il avait vu mon recueil de nouvelles où je parlais d'amour, de sensualité, de sexualité, il s'est dit, là, ton père l'a lu? Oui. C'est le premier lecteur de ce livre, on est partis ensemble l'imprimer, le relier, pour voir ce que ça donnait en livre avant que je l'envoie à l'éditeur. Il a payé l'impression, il a payé la reliure, et il a pris l'avion, et il l'a lu dans l'avion, il m'en a jamais parlé. On se demande pourquoi. Je l'ai appelé 3 mois plus tard, mais dis donc, tu m'as jamais parlé du manuscrit que tu as lu. Oh, tu sais, ça parle un peu de la même chose, hein. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, bon, c'est pas trop mon truc. Bon, t'écris bien, hein, mais c'est pas mon truc. Et puis de toute façon, d'où tu connais telle boîte de nuit que tu mentionnes là dans le livre? Je te rassure, je n'y étais pas. Mais bon, c'était un peu... voilà, donc je lui dis que je parle entre autres, de l'esclavage, mais pas en tant qu'esclavage, mais en tant qu'héritage, en tant que secret qu'on se transmet et qui ressort dans des paroles, dans des attitudes, dans des manières de se voir, de se limiter parfois, ou dans des manières de vouloir exploser en fait, et qui sont qualifiées comme des manières de folle ou de fou, enfin voilà. Et je lui disais tout ça, il me disait « Ah mais c'est comme l'histoire de l'esclave de tel oncle à moi. » Je dis « Mais tu as un oncle qui avait une esclave, toi ?» Mais oui, j'en avais une. Et puis il rigole, hein, mais il me dit « Oui, je sais que c'est choquant, mais oui, j'ai un oncle qui avait une esclave. » Et c'est vrai que quand on le dit là maintenant, c'est moi, maintenant que je prends du recul sur ça, ça me choque. Mais à l'époque, ça me paraissait totalement normal quand j'étais plus jeune, puisque c'est la chose la plus normale, quoi. C'est ça, c'est comme... c'est un peu ce que diraient les véganes dans 20, 25 ans, 30 ans, quand on leur dira que nous, on mange de la viande et que ça nous paraît tout à fait normal. Après, il y a débat dessus. Mais voilà, c'est un peu le même effet, en fait, pour lui. Il me disait, mais moi, c'était la chose la plus normale. Voilà. Et je lui dis, mais esclave... c'est quoi? C'était sa concubine? Et là, il était un peu gêné. Je lui ai dit, c'est son esclave, quoi. Voilà, c'était juste son esclave.
Et donc à partir de là, je me suis dit qu'il y a des choses qu'il fallait que je dise en fait, pour ne serait-ce que pour moi m'en débarrasser. Et c'était surtout ça, c'était surtout un règlement de compte. Après, je me suis prise dans On l'a bien senti. Oui, c'était un règlement de compte. Je le dis, je l'assume totalement. C'était un vrai règlement de compte. J'ai fermé les yeux et je l'ai écrit parce que je savais que si je pensais aux personnes qui allaient le lire, je ne l'écrirais pas, je ne l'aurais pas écrit. On m'a même demandé... T'as eu des retours Oui, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours qui concernent strictement le côté littéraire dans des cercles comme la scène littéraire, dans d'autres cercles aussi, qui ne sont pas forcément comoriens. J'ai eu des retours du côté des Comores, du côté des femmes comoriennes, qui me disaient qu'elles avaient, certaines m'ont dit, moi j'ai trouvé, je suis née en France, on n'a jamais parlé des Comores, et là j'ai trouvé une cause à laquelle adhérer, donc ça a donné lieu à enfin c'était très touchant, parce qu'il y en a certaines à qui ça a donné lieu, ça a donné une vocation en fait. Et puis j'ai eu d'autres retours aussi qui disaient, mais c'est génial que tu... Enfin, en gros les retours ont été plutôt positifs, dans le sens où on me disait, mais tu exhumes des choses que nous, on n'ose pas exhumer, ou que chez nous, on aime bien étouffer. Donc tu les exhumes, et quand j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et en même temps, j'ai eu d'autres retours de personnes un peu plus âgées. Oui. J'ai eu une conférence aux Comores dans la ville natale de ma mère, où j'ai vu des oncles, des tantes, enfin, j'étais très intimidée, mais il fallait que j'en parle. Et les retours, c'était c'est bien ma fille, je suis fière de toi, mais est-ce que tu penses vraiment que tu devrais mentionner autant de noms ou le nom du village le nom du village qui était une plantation, etc. Je l'ai mentionné quand j'étais là-bas. Et je me souviens qu'on m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas peur, est-ce que tu es vraiment obligé de dire que c'est tel village? Parce qu'imagine s'il y avait des gens de ce village-là dans le public, ils l'auraient peut-être mal pris. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on prenne mal? Voilà, c'était plus des réactions comme ça, ou alors des gens qui me disent, mais arrête de nous afficher comme ça, ça va. Voilà, donc j'ai eu c'était très, très varié, très varié, voilà. Est-ce que quelqu'un avait... Vous avez des questions? Non, moi c'est plus un ressenti que je voulais partager après la lecture de ce livre, je l'ai trouvé d'une violence. Mais inouïe, franchement, il a été dur à lire par moments, et il y a surtout cette violence envers les femmes et leur statut, donc, qui est complètement possédé du début à la fin. Donc elles sont les filles d'un tel, ou alors vous le dites, je le dis dans le roman, d'abord elles sont les filles de leur père, les sœurs de leur frère, et puis les femmes de leur mari, et ça s'arrête pas. En fait, et même entre elles répètent cette violence en se servant des esclaves ou des belles filles, etc. Et cette violence-là m'a marquée tout au long du roman, en fait. C'est quelque chose que tu as ressenti Alors, c'est volontaire, peut-être, de... Oui, en fait, c'était il fallait que ça... Enfin, ça s'est affirmé, en fait. Ça s'est imposé. Parce que j'ai quand même essayé de mettre des barrières. Parce que je viens d'une société où on essaie toujours de mettre des barrières, on essaie toujours d'adoucir, d'arrondir les angles. Si tu vas n'importe où et que tu demandes après la communauté comorienne, on te dira c'est une communauté très pacifique, très paisible. Et il y a cette image-là en fait qui est véhiculée. Et pour moi, cette image, il y a le fait qu'on nous dit c'est une communauté paisible, et en même temps c'est la communauté africaine où la femme est la plus aimée, plus choyée, etc. Et il y avait un gros décalage avec ce que je voyais dans les coulisses. Je me disais, choyer, je sais pas trop. Caresser avec du papier de verre, je sais pas si c'est très... si j'assimilerais ça à de la douceur. Et donc j'étais un peu choquée par ça, et c'est ce décalage-là qui est sorti en fait, c'est sorti tout seul. Et je me suis aussi demandé si c'était pas trop violent, si j'allais pas trop loin, mais en même temps c'est... Est-ce que le trait a été forcé? C'est la réalité. Comment? Le trait n'a pas été forcé? Non. Ça, je peux le garantir. Le trait n'a pas du tout été forcé. Il y a beaucoup de bons aspects. Hein. Ah non, oui, mais le trait n'a pas du tout été forcé. Non, ça n'a pas été. C'est des choses qu'elles vivent qui sont quand même assez dures. Oui, c'est des choses qu'elles vivent, et je pense que
je pense que dans la plupart des sociétés, les femmes vivent un peu ces choses-là, parce que c'est pas... Je pense que ça aurait pu se passer ailleurs aussi. Ouais, tout à fait. Ça, Tout à fait. c'est ce que je voulais en fait. Je voulais vraiment prendre les aspects de choses qui auraient pu se passer ailleurs pour pas que, enfin, pour ne pas avoir l'impression de ne parler que de mon petit coin, de mon nombril. Voici mon nombril. Je voulais pas de ça. Et c'est pour ça que je me suis mise dans la peau de chaque femme, selon son statut, pour montrer que même en France, enfin n'importe où, on trouve ces situations-là. Mais c'est juste que ce sont des situations qui sont vues comme étant acceptables en fait. Et moi je voulais regarder derrière, je n'aime pas la phrase que je déteste le plus, c'est comme ça. Oui, Je déteste cette phrase-là. Et moi, je me suis dit, en écrivant ce livre, je me suis dit, ma mission dans ce roman, ça va être d'aller soulever le tapis en fait. Et de voir tout ce qu'on a pu cacher dessous, en disant non mais tout va bien, alors qu'on cache des choses à l'intérieur. Donc c'est ça que moi je voulais faire en fait. Et après, après ce qui en est ressorti, ça a fait effet boîte de Pandore. Donc il y a des choses très violentes qui sont sorties, qui m'ont même choquée pendant que je les écrivais. J'étais mais je les écris quand même. Et mais elles sont arrivées. Et Pas adoucir là. Mais non. Alors dans ces... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. En fait, je vais quand même y aller. Par rapport au secret, en fait, parce que tout le long du livre, le livre est un secret déjà à la base, parce que l'héroïne principale, entre guillemets, va à la rencontre de son destin, où elle va chercher à se retrouver à travers tous les secrets qui parsèment encore sa vie. Et je ne sais pas si vraiment elle arrive à mettre le doigt dessus et à trouver. Et il y a ce passage, moi, qui m'a beaucoup marqué, où ils te diront que les Comores sont un endroit magique, j'arrive pas à lire, tellement magique que la lune un jour a décidé d'y élire domicile. Ils te diront que les femmes de ces îles sont belles, les hommes aimants, un peu baratineurs assurément, mais que c'est pour faire scintiller des étoiles dans tes yeux. Ils ne te raconteront pas les histoires que l'on cache, c'est cela. Ils ne te montreront jamais ce que dissimulent ces étoiles dans les yeux de certaines femmes. Quel est cet océan de ténèbres qui rend leurs yeux si noirs? Ils tairont les hurlements dans leur cœur chaleureux et leur corps volé qui meurt lentement sous les belles étoiles rouges. Pour moi, en fait, ce passage résumait un peu le destin de toutes ces femmes. Pas les hommes baratineurs. Chabal, je ne l'ai pas trouvé baratineur, même si je l'ai trouvé un petit peu très manipulateur. Mais pas. Oui, toi, t'es préféré dans ce roman, de toute façon, on va voir. Je paye la séance du psy parce que je pense que t'as un petit souci. Mais toutes ces femmes, en fait, oui, c'est vrai que quand elles sont belles. Ou, c'est même pas qu'elles sont belles, elles sont belles selon les critères ou selon la conception des gens des îles, qui n'est pas forcément la conception des gens à l'extérieur, parce que au départ, enfin moi, étant moi-même femme noire, à la peau foncée, aux cheveux crépus, je n'ai pas les cheveux qui volent au vent, etc. La beauté, je ne la conçois pas forcément telle qu'elle est conçue dans la société. Et donc quand je lis ce passage, je me dis, est-ce que une fois qu'on a fini d'écrire, enfin pour écrire ça, on se regarde soi-même pour se dire, moi je n'ai pas été acceptée telle que je suis, ou je ne serai jamais acceptée dans cette société pour ce que je suis, même si à l'extérieur, c'est pas l'image qu'on donne. Moi, personnellement, quand je parlais des Comores ou quand on parle des Comores, c'est plus pour les mariages, pour le spectacle qu'il y a, parce que ça dure, parce qu'il y a tout ce maquillage qui va, les beaux pagnes, ouais, j'avoue, ma petite faiblesse. Ils sont très beaux. Voilà, les pagnes, les étoffes sont là quand il y a les mariages, etc. Mais on ne parle pas de la beauté physique, en fait. Les seules femmes comoriennes belles sont celles qui sont le plus, qui ressemblent le plus au type, on va dire, européen. Plus on se rapproche de la conception européenne de la beauté, plus on tend vers la perfection. En fait. Alors c'est un point de vue qui est en train de changer. C'est un point de vue qui est en train de changer, qui suit un peu la révolution Napi, etc. Donc c'est vraiment un point de vue qui est en train de changer. Mais moi, personnellement, j'ai grandi dans cette atmosphère-là où on encense en fait la beauté avec un nez droit, aquilin, avec une peau très claire, avec des cheveux longs, enfin voilà. J'ai vraiment grandi dans ce discours-là en fait. Et oui, on se regarde dans la glace tout en grandissant, en se disant je suis moins belle que telle cousine, moins belle que telle sœur, moins belle que...
que tel ami à l'école, moi, voilà, oui, on grandit tout à fait dans ce discours-là, on grandit en se regardant dans la glace et en se voyant comme ça. Et oui, c'est un fait. Et ça, cette beauté physique, en fait, elle justifie presque l'asservissement. C'est ce que je regardais, enfin, après, ça ne regarde que moi, je lis mes livres différemment, paradonné. Mais je me dis que, en fait, finalement, la plupart des femmes asservies dans ce livre sont noires. Mais la plupart des femmes asservies dans certaines familles, même jusqu'à aujourd'hui, hein, dans certaines familles comoriennes, même s'il y en a moins, mais la plupart des femmes qui sont asservies, ce sont des jeunes filles ou des jeunes femmes noires ou avec un physique qu'on va qualifier d'ingrat. Je me souviens d'une famille amie de la mienne qui avait l'habitude d'héberger des jeunes filles chez elle pour qu'elles fassent les divers travaux, les travaux de la maison, les corvées, s'occupent des enfants, etc. Et je me souviens d'une femme dont la physionomie m'avait frappée parce qu'elle ressemblait à aucune autre. Elle ne ressemblait pas aux autres. Elle était plus typée comme les San, les Bushmen. Enfin, ceux qu'on regroupe sous le nom de Bushmen, mais les San. Et elle était plus typée comme ça. Et moi, je me disais, tiens, elle est différente. Mais dommage, elle a le malheur d'avoir les cheveux crépus, à ras le crâne et d'avoir un nez un petit peu trop large. Mais en fait, quand j'observais ces filles, quand je les observe, puisqu'encore aujourd'hui ça existe, on peut avoir certaines familles qui vont venir voir une famille plus aisée, certaines familles pauvres qui vont voir une famille plus aisée et dire est-ce que vous ne voulez pas prendre ma fille à votre service pour vous occuper d'elle, vous n'êtes pas obligé de l'emmener à l'école, juste inscrivez-la juste à un cours de broderie par exemple, qu'elle apprenne à broder les pièces maîtresses de notre culture, par exemple, qu'elle apprenne à les coudre, les fameux les pagnes ou les kofiyas, qui sont les coiffes des hommes, qui sont très très élaborées. C'est un art c'est un très très bel art pour moi. Mais voilà, en gros, on va leur apprendre à faire ce genre de choses, mais on ne va pas forcément privilégier l'école. Et celles dont on va privilégier la scolarité, on va leur rappeler toute leur vie. Mais tu dois être reconnaissant envers cette famille-là, reconnaissante envers cette famille, ou reconnaissant, parce qu'il y a des garçons aussi, parce qu'ils t'ont envoyé à l'école, ils auraient pu juste te mettre à leur service, mais ils t'ont quand même envoyé à l'école, ils t'ont fait ci, ils t'ont fait ça, tu leur dois une éternelle reconnaissance. Donc il y a une couleur de l'asservissement, en effet. Je laisse d'abord la parole aux autres. Alors, juste avant de laisser la parole, je me suis bien rendu compte qu'on n'a pas parler du roman, de quoi il s'agit, parce que nous on l'a lu du coup, on a l'impression que tout le monde l'a lu, mais non, alors en fait, le roman, alors soit tu veux le résumer, nous dire de quoi il s'agit? Ok, oui, de mon point de vue. De ton point de vue, on voit qu'il y a différents éclairages, ce qui est une bonne chose. Oui. Donc Vert Cru commence par un crash qui a eu lieu en 2009. Un crash de la Yéménien Airlines, au cours duquel 150 passagers ont péri au large des Comores, sauf il y a eu une seule survivante, une jeune fille, une adolescente. Et donc, moi, je transforme ce crash dans le roman, et donc ça commence par un crash où un homme meurt, un copilote qui s'appelle Aziz, un pilote plutôt, ce que je raconte, qui s'appelle Aziz. Et Aziz a une fille adoptive, qu'il a donc adoptée avec une américaine qui était nonne et qui a quitté l'ordre. Et ils ont adopté une petite fille qui venait d'arriver des Comores. Et donc cette petite fille, qui s'appelle Reine, a grandi sans vraiment se poser la question de ses origines, parce qu'elle était à l'aise, le prétexte de son identité occidentale était là, c'était sa mère, le prétexte de son identité comorienne était là, c'était son père adoptif. Et le jour où ce père-là meurt, ce père qui tenait absolument à ce qu'elle découvre ses racines comoriennes, à ce qu'elle retourne voir sa mère, qui lui disait qu'il y avait une raison à son abandon, etc. Quand il meurt, elle se rend compte qu'elle n'a plus, elle a l'impression d'être un peu bancale en fait. Elle ne tient pas totalement debout. Son prétexte est mort en fait, son prétexte est parti. Et là, elle décide de retourner aux Comores pour aller retrouver
sa maman, les traces de sa mère, ses origines, l'histoire de son pays, avec une vision un peu idéalisée. Elle a une vision un peu idéaliste qu'on retrouve chez certaines femmes ou certains hommes qui naissent en Occident, mais qui ont en tête les origines de leurs parents, et qui, c'est totalement légitime, ont besoin d'y retourner, de retourner sur les terres d'origine de leurs parents pour voir, pour confronter un peu leur vision idéaliste à la réalité. Et elle va vraiment se heurter à la réalité, sa vision complètement idéalisée de l'hospitalité africaine, du respect des aînés, de la famille, de l'amour, etc. Tout ça, de la convivialité, tout ça va être complètement... sa bulle va être éclatée, en fait, quand elle arrive, par tous ces secrets qu'elle va percevoir derrière les apparences. Donc en cherchant sa mère, finalement, elle chemine aussi vers la découverte, on va dire, d'elle-même, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle peut être. Voilà. Et un point essentiel du roman concernant Reine, c'est quand même le fait qu'elle soit sourde. Oui. C'est un personnage, le personnage principal est sourd, et en fait... Elle ne parle pas, elle entend. Voilà, elle n'entend pas, elle parle pas. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que mettre un personnage sourd, ça met encore plus en exergue les secrets et le fait que la parole, elle est tout le temps, en fait, elle est tout le temps, elle est cachée, elle est retirée. Elle est retirée, c'est le mot. Elle est retirée, elle, on lui a retiré la parole. C'était très étrange pour moi d'en faire un personnage sourd et muet, parce que je n'avais pas du tout décidé de la faire comme ça. Je n'avais pas du tout décidé de la concevoir comme ça. Et en fait, au fil du récit, elle s'est imposée d'elle-même comme étant sourde et muette. Il fallait qu'elle se taise, en fait, parce qu'il y avait trop de choses qui voulaient se dire en elle, autour d'elle, à sa rencontre. Et du coup, la meilleure manière, peut-être qu'elle a trouvé d'entendre et de voir et d'écouter toutes ces choses, c'est de faire silence, en fait. Et en même temps, elle a aussi fait silence parce que, pour moi, elle est muette et sourde parce que les secrets de famille, à mon sens, peuvent réduire au silence, en fait. Ils peuvent... le fait qu'il y ait des secrets, paradoxalement, ça nous réduit au silence. Le fait qu'il y ait des secrets, ça fait qu'on a à certains moments, on a des blocages, on a du mal à faire certaines choses, on ne se rend pas compte de la raison pour laquelle on a du mal à les faire. On se dit non, j'en suis pas capable, non, j'y crois pas, non. Mais en fait, c'est juste parce qu'il y a eu un interdit à un moment donné, il y a eu un chute qui a été posé à un moment, et donc on obéit. On ne sait pas à qui on obéit, mais on obéit. Et moi, pour moi, Reine devait chercher en fait à qui on obéit, en fait, à qui est-ce qu'elle obéissait. Voilà. Cet aspect en plus il est passionnant parce qu'ils le disent que les traumatismes et les secrets de nos ancêtres, on les reçoit et ça a été même prouvé que minimum sur 3 générations, en fait c'est transmis. Génétiquement, exactement. C'est transmis génétiquement et donc là que ça se retrouve dans sa surdité, c'est passionnant. Puis même le mutisme de sa mère adoptive, ces choses-là, ça montre l'impact en fait que le poids des secrets qu'on retrouve à l'intérieur de nous. Tout à fait. Il y a même un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que vous aimerez peut-être, c'est pas un roman, mais c'est un ouvrage d'Anne Dufourmentel, la psychanalyste qui est morte il y a 2 ans, je crois, je sais plus. Et ça s'appelle « En cas d'amour ». Et elle parle de différents cas de personnes qu'elle a reçus, qui étaient sous le poids de secrets qu'ils ignoraient totalement. Et elle parle d'une femme qui venait à ses consultations toujours en marchant un peu, en marchant maladroitement en fait. Elle marchait sans complètement poser ses pieds sur le sol. Et il s'est avéré qu'elle avait un arrière-grand-père qui avait été démineur pendant la guerre. Et donc elle avait gardé ce réflexe-là elle a hérité de ça. En fait. Mais ça, c'est juste incroyable. Et c'est un fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, quoi. Et c'est complètement... du jour où elle a découvert ça, parce que c'était un secret de famille, parce que cet arrière-grand-père a disparu, on ne savait plus où il était, et finalement il y avait un secret qui avait fait qu'il avait disparu. Et quand elle s'est rendue compte de ça, quand on lui a raconté ça, en tout cas quand elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose, que ce n'était pas pour rien, mais elle s'est remise à marcher normalement, quoi. En lisant le roman, je me suis posé la question de savoir si justement le poids du secret n'était pas plus lourd pour Reine que pour les autres, parce que justement on l'avait retiré un petit peu trop tôt de sa terre natale, parce que
Arafa, elle signe aussi. Et il y a d'autres personnes dans la famille qui, dans cette famille, laquelle, qui était aussi quelque part sourde, mais elle n'était pas sourde et muette. Donc c'est comme si elle avait reçu le poids des secrets, donc elle était sourde, mais ça passait encore, mais qu'il y avait eu tellement justement de secrets à son niveau à elle, que quand est arrivée la génération de reines, le poids des secrets était tellement lourd qu'elle, elle a été sourde et muette. Parce qu'on lui a caché les choses, il y a des choses qu'elle ne pouvait pas entendre ou qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'était pas prête en étant en Europe aussi à entendre. Elle n'aurait pas pu les comprendre de toute façon en vivant ailleurs. Et il lui fallait revenir là, parce qu'à un moment donné, sans spoiler, elle commence à entendre, elle perçoit des choses. Parce que, et là je me dis, elle commence à entendre parce que justement elle a vu les choses qui lui étaient cachées. On lui a raconté des choses où elle a su lire sur les lèvres des autres, où elle a pu voir. On ne peut pas parler d'un livre de spoiler. Elle a fait ces rencontres-là dans ces pseudo-séances d'exorcisme. C'est comme ça que moi je l'ai qualifié pour. C'est de l'hypnose dans le livre. Ah, mais moi je les ai interprétés comme ça pour avoir l'air normal. Non, parce que sinon, je me dis c'est pas possible. Elle ne peut pas tout voir juste en fermant les yeux, ou même si c'est. Enfin bref. Elle arrive à ce moment-là où le poids des secrets est tellement lourd, tellement important que ça la paralyse finalement. Ces handicaps à elle viennent des secrets des autres, en fait. C'est nous qui portons le poids des horreurs, de nos ancêtres, en fait. Est-ce que c'est transmis parce que justement les parents, les ancêtres n'ont pas parlé, n'ont pas libéré la voie, et donc le poids, c'est la nouvelle génération qui le porte. Voilà. Je pense qu'on... Enfin, je rejoins les travaux qui ont été faits à ce sujet-là, en fait. Parce que moi, personnellement, quand j'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu ou entendu parler d'Aïe Mes Aïeux, l'ouvrage de... c'est une dame qui est décédée aussi il y a peut-être 2 ans, Anne Chancelin Schutzenberger, qui a écrit Aïe Mes Aïeux. Et dans cet ouvrage, comme dit le titre, elle parle de tout ce qui nous lie en fait à nos ancêtres, et qui n'est pas lié forcément au sang, mais qui est lié enfin, elle parle de l'épigénétique, elle parle de tout ce qu'on reçoit en fait, comme héritage émotionnel, et même des phobies, on peut hériter de phobies. Et je pense, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'est pas tous égaux en fait, devant l'héritage émotionnel. C'est qu'il y en a certains qui vont être plus réceptifs ou fragiles que d'autres, après avoir. Et quand j'ai lu ça, je me suis aperçue que moi, personnellement, ou que des gens de mon entourage, que nous portions parfois des choses. Je me suis aperçue que je pouvais avoir des phobies qui ne s'expliquent pas, et qui tout d'un coup, en lisant l'ouvrage, je me suis mise à percevoir des choses. Et je pense qu'on a cette espèce d'éveil au fur et à mesure que l'on grandit. Que quand on est petit, qu'on a une enfance à peu près normale, on va un peu idéaliser ses parents, ses grands-parents, ses ancêtres, sa famille, etc. Et puis en grandissant, on finit par ne plus les voir comme les adultes, mais on va finir par les voir comme la femme, l'homme, qui ont eu certaines... on va commencer à percevoir des choses, puis on va commencer à questionner des choses. Et il faut savoir que la société, pas que la société comorienne, je pense que même les sociétés un peu bourgeoises, françaises, je pense que ça a un lien aussi avec certaines classes sociales. Mais je vais en rester aux Comores. Il faut savoir que c'est une société dans laquelle le droit de parole devant un aîné est très très limité, en fait. Il y a un mélange. Je pense qu'il y a eu une intersection à un moment entre plusieurs choses, entre l'héritage musulman qui est arrivé par la voie par la mystique de l'islam, donc la mystique soufie, et donc qui est très marqué par un rapport d'enseignant à disciple, d'aîné à cadet. Donc il y a ce premier ruisseau. Le second ruisseau, la seconde ramification, ça va être l'héritage bantou, qui prône aussi le respect des aînés, en tout cas on a pris cet aspect-là. La matrilinéarité, donc le respect de la mère, de la figure maternelle aussi, qui est intouchable.
et de la figure paternelle qui est tout aussi intouchable aussi. Et puis on a eu l'héritage des colons européens, donc du christianisme, même si on ne l'admet pas forcément, mais on a aussi cet héritage-là qui occulte un peu, qui place un voile sur tout ce qui concerne la sexualité, la sensualité, etc. Donc ça, parce que côté soufi et côté bantou, animiste avec de gros guillemets, il n'y a pas forcément de problème en fait dans la manière dont cette société-là perçoit l'intime. Mais côté christianisme, on a hérité un peu du silence en fait, qui doit régner autour de ça. Donc on a hérité de 3 silences. On en a fait un gros silence. Et comme on avait besoin d'avoir une identité, parce qu'on était un peu perdu entre toutes ces choses-là, après ça c'est une théorie personnelle, hein. Mais comme on avait besoin de faire quelque chose, en fait, c'était un héritage qu'on avait, donc il fallait bien en faire quelque chose, et bien on a construit une société qui est fondée sur ces choses-là. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne questionne jamais ces héritages, en fait. On ne questionne jamais ces différences. On veut être les mêmes, alors que voilà, c'est comme ça. On veut être les mêmes, mais on ne questionne jamais. Je me souviens de la phrase d'un guide qui m'avait fait visiter, qui nous avait fait visiter la ville de la capitale comorienne, mais le côté vieille ville, et qui nous montrait un peu les demeures des Indiens, des commerçants indiens, avec des ponts au-dessus des maisons pour que les femmes ne croisent jamais des garçons qui pourraient les engrosser et leur faire des enfants métis. Il nous montrait un peu d'autres maisons, les maisons de l'héritage yéménite, de l'héritage africain, etc. Et il nous disait tout ça sont des mondes qui vivent côte à côte mais séparés. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on a toujours été mélangés, qu'on a toujours été un, alors qu'aujourd'hui même, on n'est pas totalement un, en fait. Même chez un enfant métis, il va y avoir cette dualité-là. Il va y avoir une espèce de haine d'un côté, de haine de l'autre. Et il m'a dit une phrase qui m'a marquée, il m'a dit « on pose de fausses questions et on veut des vraies réponses ». Et en fait, c'est tout ce mélange-là pour moi qui fait qu'à un moment donné, on est totalement réduit au silence et qu'à un moment, il faut... on le porte en fait. Pour moi, quand on ignore, quand on ne sait pas, on porte. Après, à partir du moment où on prend conscience, on en fait ce qu'on veut. Oui. On peut s'en détacher, mais pour moi, il est important de savoir ce que l'on porte en fait. Si je sais que je porte un pull bleu et que je me dis, bah, finalement, le bleu, ça ne me va pas si mal, ok, mais au moins je le sais. Je sais que ce n'était pas à moi et qu'on me l'a mis sur le dos sans que je le sache. Mais en tout cas, moi, personnellement, je préfère, j'aime savoir ce que l'on me met. J'ai toujours refusé, en fait. J'ai toujours perçu que, ah non, là, c'est pas à moi, là. Là, ce que tu es en train de me dire, non, ce n'est pas moi. Là, telle grand-mère ou tel grand-père, quand tu me dis « je t'aime, ma petite fille », non, tu ne parles pas de moi, là. Là, je pense que tu me parles d'une autre personne. Je sais pas, tu as perdu une fille, peut-être, ou un fils, ou quelque chose, voilà. Et justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que donc on parle du poids des secrets et des choses qu'il faut taire, les vraies questions à poser, les fausses. Après, enfin, par rapport au poids des secrets et des silences, le truc c'est que ça va quand même beaucoup plus loin que ça, dans la mesure où c'est quand même des enfants qui sont soit éliminés, soit déplacés. Si on voit l'exemple de Chaval, par exemple, enfin, ça reste quand même le fait de ne pas nécessairement parler des choses, c'est parfois pas nécessairement lié à la honte, mais aussi quand même à une espèce de forme enfin, les gens ils sont quand même parfois paralysés aussi, parce que c'est quand même des grosses violences. Quand tu vois les enfants, par exemple Arafat, on va spoiler le bouquin, donc, voilà, j'espère que vous avez tous lu. Non, c'est Urango, qui pour moi est un des personnages les plus complets et les plus, enfin, en termes de relief et de... D'ailleurs, je te demanderais comment tu as fait pour l'écrire. Parce que de bout en bout, on voit même la psychologie qui est dessinée, qui explique beaucoup de choses. Comment elle tue son premier enfant pour les raisons qu'elle a. Oui, c'est quand même pas. Après, je peux comprendre le silence derrière. C'est quand même des trucs très lourds, quoi. Oui, ce sont des choses très lourdes à porter et dont elle porte totalement la responsabilité. Ouais. Il y a des familles dans lesquelles ces choses-là se passent. Des familles dans lesquelles les jeunes filles tombent enceintes les unes après les autres, une grossesse après une autre. Pourquoi ? Parce que c'est une société où on n'a pas le droit d'aimer avant d'être marié. Même si aujourd'hui, on va le voir, hein, ça va se faire. Il y a de plus en plus de femmes ou d'hommes comoriens qui vivent avec
une femme ou un homme comorien ou pas, et qui vivent avec sans être mariés. On va voir ces schémas-là qui sont de plus en plus fréquents. Mais dans ce qu'on admet en tant que société, ça, ce n'est pas admissible en fait. Ce n'est pas du tout admissible. Donc ceux qui le font ont conscience qu'ils sortent du cercle, qu'ils s'excluent du cercle. Ils peuvent y être, hein. Ils peuvent participer au débat public. Ils peuvent avoir énormément de likes sur Facebook parce qu'ils ont fait un statut dans lequel ils critiquent telle ou telle position, tel ou tel fait de société. Mais dans la réalité, dans les faits, ils ne vont pas être admis, ils n'auront pas droit à ce fameux mariage. Ils n'auront pas droit à certains honneurs que la société donne. Et donc, j'ai un peu digressé et j'ai oublié ta question. Parce que tu parlais des hommes. Tu peux rebondir sur le fait que tu parlais. Il y a une partie. Il y a même des hommes. Chaban, quand il parlait des hommes, le terme m'échappe parce que. Parce qu'Aziz, à un moment donné, il explique en disant, dans une société qui se dit musulmane, où tout doit se passer en étant marié, etc., en s'adressant à elle, tu serais étonné de voir le nombre d'enfants nés hors mariage. Et par rapport à ça, il y a aussi le fait que chaque enfant, à un moment donné, ça c'est Chaban qui dit, chaque enfant a sa mère. En fait, même s'ils naissent hors mariage et donc ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas légitimes dans cette société, l'hypocrisie fait que la même société autorise ses enfants à se trouver une mère, une femme qui va les aimer, etc. Mais à condition de taire l'origine de ces enfants-là, de leur trouver une nouvelle identité, une identité pas pour eux, mais une identité qui convient à la société en fait. Parce que ces enfants vont exister en tant que l'enfant d'eux, on va le voir très clairement avec Fayrouz. Quand les gens vont venir lui rendre visite, l'enfant est le sien, il mange à table, il est propre, etc. Une fois que les gens sortent de la maison, la vie change. Parce que là, elle reprend sa vraie nature. Tu n'es pas mon enfant, tu es au mieux la bâtarde de mon mari. Et peut-être même dans sa tête, je ne sais même pas pourquoi tu es là, parce que je sais que quelque part, la personne que tu es censée être, je l'ai éliminée. Enfin, j'ai essayé de l'éliminer. Donc, c'est pour convenir, pour plaire à la société, à cette même société qui nous dit qu'on ne doit pas exister, mais on doit exister à ses yeux sous d'autres identités. À condition que. À condition. Travestir une vie. C'est pour ça. Faire. Comment on dit? Fit. Pour vraiment. Pour rentrer dans le moule. Bah c'est assez paradoxal parce que je pense que c'est là que je pense que chaque société a la clé à ses propres problèmes en fait. Quand tu dis que tout enfant a une mère, ça c'est une sorte de clé qu'on propose par exemple à des femmes qui n'ont pas eu d'enfant par exemple et qui ont adopté un enfant et qui vont se faire exclure parce qu'elles n'ont pas été capables elles-mêmes de concevoir un enfant. Et il y a d'un côté l'opprobre et de l'autre il y a ce proverbe-là, cette maxime qui existe en comorien et qui dit « tout enfant a une mère quelque part ». Et la mauvaise mère, c'est celle qui ne trouve pas son enfant en fait. Donc il n'y a pas de mauvaise mère. Donc il y a ces petites phrases-là qui me touchent beaucoup, comme une autre phrase, une autre maxime qui dit celui qui a peur de se toucher, de toucher l'intérieur de lui-même, pourrit de l'intérieur. Donc il y a aussi il y a certaines sagesses qui viennent un peu éclairer le chemin, mais qui sont peu connues, qui sont très très peu connues. C'est aussi ça que je voulais mettre en avant, c'est qu'il y a aussi la clé dans chaque société. Je ne suis pas venue en train de dire, voilà, je suis allée faire mes études en France et je viens vous donner la solution. Mais c'est plutôt, il y a la clé un peu partout, quel que soit le problème qu'on peut rencontrer. Mais après, c'est vrai que il y a aussi cette condition, en fait, à l'existence. Tu existes à condition que tu sois l'enfant de quelqu'un, déjà. Tu existes à condition que tu sois l'enfant de quelqu'un. Sinon, tu es... le terme pour désigner un enfant illégitime en comorien, c'est mnaharam, c'est-à-dire un enfant haram, un enfant interdit, un enfant... c'est même pas un enfant, c'est un petit interdit, on va dire ça. Voilà, c'est plutôt ça. Un petit... j'ai une cousine qui résume très bien la chose et qui dit une virgule. C'est une virgule dans le parcours du papa, du grand-père, de l'oncle. C'est « Oh, elle
quand on fait la remarque, dit-on, telle personne, elle ressemble beaucoup à une personne que je connais, à telle tante, ou voilà, et puis on va dire, ah oui, c'est une virgule de... Bon, c'est un secret de polichinelle, hein, c'est un secret de polichinelle, mais on ne va jamais dire que c'est la fille de son père ou de sa mère, on ne va pas le dire. Et d'un autre côté, il y a le fait qu'il y a des enfants qui font office de tampons, de pansements, en fait. Qui vont être... c'est un peu l'histoire des familles qui n'ont pas d'enfants et qui vont aller chercher un enfant dans une autre famille. Ça ne me gêne pas, mais ce qui me gêne, c'est le fait que ce soit souvent considéré comme un dû, en fait. Tu es ma petite sœur, je n'ai pas eu d'enfant, tu en as, donc tes enfants porteront mon nom, ce seront mes enfants. Ils sont comptés que ces enfants-là, généralement, après, ils ont une espèce de dette morale qui les quitte jamais. Exactement, qui ne les quitte jamais. Tu portes le truc. Tout à fait, c'est un fait. C'est ce qu'on voit avec Arafat. Oui, c'est ça. Mais qui, elle se rebelle quand même. Hein. Elle essaye. Je essaye. ne pense pas qu'elle soit totalement... Elle n'a pas cette... Enfin, j'ai l'impression que c'est la société qui ne lui permet même pas, déjà... Elle le dit à un moment donné, de je suis... Quand elle se met comme une plante, elle dit, oui, bien sûr, je suis bien ancrée, mais en fait, on m'empêche de croître. Exactement. Ça m'a bien fait rire, là, cette phrase. Ça explique beaucoup de choses dans la vie. Et c'est quand même... ce qui est bizarre tout le long du roman, parce que si ça arrivait une fois, on se serait dit ok, bon, de temps en temps, mais ça arrive à plusieurs personnes et sur plusieurs générations, donc c'est quelque chose, on se dit, qui a été pérennisé, quelque chose qui a été même banalisé. Tout le monde sait que ces choses-là arrivent, mais personne n'en parle. Le secret qui se répète. Comme il n'est pas dit, comme il n'est pas contesté, comme il n'est pas questionné. Parce que contesté, après, on peut dire que chacun a son point de vue. Mais comme il n'est pas questionné, c'est ça se répète. L'histoire se répète en permanence. C'est ce que je voulais, c'est bingo. Du coup, compris. On peut partir. Voilà. Allez, salut. Moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie au niveau de toute la société, en fait. Tout le monde voit, tout le monde sait, personne ne parle. Et on continue tranquille et on va juste parler les uns des autres sous nos toits en fait respectifs. Dans la société, on doit faire semblant d'eux. On sourit à X et Y, mais dès qu'elle a tourné le dos, c'est ah, c'est la prostituée qui a fait machin parce qu'elle n'a pas de vie. Alors que toi-même qui es en train de parler de la prostituée, tu as fait pire que cette personne-là. Et Fayrouz, moi je sais pas, la Perse. C'est quand on la voit en fait au début, c'est la femme. On va dire presque idéal, elle est belle, oui, tout allait bien commencé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le genre de pensée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La société en fait finalement. La jalousie qui l'a... Et peut-être la société aussi. La société aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est les deux en fait. C'est les deux, c'est la société et... son orgueil, qui est piqué constamment c'est ça. Elle a beaucoup d'ambition aussi. Et la jalousie, bon point, parce que moi j'étais souvent interpellée quand j'entendais, enfin interpellée. C'est plus tard que j'ai été interpellée, mais quand je pense qu'on a tout eu ce type de conversation avec nos mères ou nos tantes ou nos sœurs aînées, etc. Quand on les entend parler de certaines femmes, méfie-toi de cette femme-là, elle est pas très fiable. Pourquoi? Oh, elle désobéit à ses parents, elle leur parle. Mais t'as vu comment elle parle à sa mère? C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Regarde, maintenant elle a fini P, étoile, de tel homme, de tel ministre, de tel machin. Non, vraiment, c'est pas une femme à fréquenter. Et plus je grandissais, et plus j'entendais ce discours-là, et plus je pense que j'ai un jour eu la chance de côtoyer une de ces femmes-là. Par le plus grand des hasards, de parler avec une de ces femmes-là, mais une conversation qui n'a duré qu'un après-midi, hein. 1 heure, 1 heure et demie. Et en 1 heure et demie, elle a complètement retourné mon cerveau. En 1 heure et demie, elle m'a fait grandir, en fait. Elle m'a parlé de sa vie, et je me suis rendu compte que c'était cette femme-là qu'on présentait comme une loque. C'était un être humain, c'était juste un être humain. C'était pas... c'est juste un être humain. Et qui avait eu des choix à faire dans sa vie, et qui a décidé de les faire, ces choix-là. Et en fait, en discutant avec elle et en sortant de cette discussion-là, j'ai commencé un peu à me méfier un peu des bonnes filles, des filles modèles.
et des femmes tellement modèles, tellement vertueuses, tellement modèles de vertu qu'elles ont résisté, patienté pendant tout le long de leur mariage avec un tel, alors qu'il leur en a fait voir de toutes les couleurs, mais regarde, elle est restée là. Et elle l'a gagné à la fin. Elle l'a gagné à la fin. C'est ça. Oh, elle a mérité cette Elle a mérité cette chance. Mais la chance. Et puis d'autres, hein, oui, c'est un modèle de vertu, cette femme-là, elle est géniale. Regarde-moi ces deux sœurs là, celle-là elle est bien, celle-là laisse-la de côté, mais celle-là elle est bien. Et en fait, chez ces femmes-là, chez ces modèles de vertu qui écoutent tout, qui obéissent, qui écoutent bien ce qu'on leur dit, qui font ce qu'on leur dit, il y a aussi cette jalousie. Il y a cette espèce de jalousie envers celles qui ont osé sortir du moule. Du moule. Il y a cette jalousie-là. C'est pour ça. Et c'est au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'elles disent qu'elle n'est pas fréquentable, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. C'est parce qu'elle est jalouse. Elle a osé dire non. Elle a osé dire non. Elle est tout ce qu'elle n'est pas, tout ce que l'autre n'est pas. On retrouve un peu avec Dalila et Arafat, qui elle reproche de faire des études. Ça ne suffira pas de travailler à la mairie ou c'est ce que j'ai lu sur Goodreads. Hein, des femmes comme toi, ça fait peur aux hommes. Voilà, on les épouse pas. Mais moi, on m'a déjà dit, une fois où je parlais de mes rêves, je sais plus, j'avais vu la découverte du trou noir là. Oui, oui. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais mince, si seulement c'est une femme qui l'a dit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais si seulement j'étais forte en maths. Parce que moi, mon rêve quand j'étais plus jeune, c'était ça, c'était ces métiers-là en fait. Sauf que les maths n'ont jamais aimé malheureusement. Docteur Fatoumata, je vais dire n'importe quoi. Oui, il y en a une. Elle a écrit un La Lune est un roman. Voilà, je me souviens plus comment ça s'appelle. On a une badass là qui est là. Et qui vient parler d'un truc. Elle était dans une interview sur Canal, petite digression, j'ai rien compris à ce qu'elle a dit, mais j'étais là. Mais tu comprends rien, c'est trop. Hein. Moi, en voyant ce genre de profil, je me disais, mais moi aussi, j'aimerais tellement être comme ça. Voilà. Et j'en parle souvent avec mon entourage. Moi, j'ai des frères qui sont aussi avec moi, donc on en parle tout le temps. On est là, je suis allée voir les frères Bogdanov au Salon du Livre, j'ai pris des photos avec eux, voilà. Et donc j'en parlais à une amie, et à un moment elle me dit fais attention quand même parce que t'es une femme. Et c'est une amie. Oui. C'est ta génération. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que un peu plus âgée, donc plus expérimentée, donc grande sœur. On te dit fais attention, tu es une femme. Moi aussi, je suis passée par là, je sais, on en guérit, t'inquiète pas. Moi, c'est ce que j'ai entendu. En fait. C'est ce que j'ai entendu, c'est oh, tu guériras de ces choses-là. Et moi, c'est cette condamnation-là, cette espèce de coup près, en fait. Tu cours, on t'encourage à faire des... Parce que pour moi, elle est aussi là l'hypocrisie. C'est qu'on va avoir des filles, on va les encourager à faire des études, à faire plein de choses. Et puis on leur dit, mais courez votre réussite vers votre rêve. Sauf que en fait, juste devant la porte des rêves, il y a une guillotine en verre. Il y a littéralement une guillotine qui te coupe la tête. En fait. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Parce que pour moi, on me prive de mes rêves, mais autant me tuer en fait. Autant me tuer. Et justement, je voulais revenir là-dessus parce que, alors, autant il y a la société comorienne, après je pense qu'on fait toujours le parallèle, moi je viens de la société congolaise, et je retrouve des trucs, et en fait, plus je lis des femmes qui sont, c'est un roman très féministe, très féministe ce bouquin quand même, et tu te dis en fait que le problème, c'est souvent, en fait, parce que c'est les femmes qui transmettent. Et en fait, tu te rends compte en fait que les personnes qui coupent le rêve, souvent, c'est d'autres femmes. C'est ça. Et que du coup, même les traumas, le fait de... tout simplement, les deux sœurs, Dalila et Belle, c'est l'exemple parfait, avec la mère au milieu, qui est tout le temps en train de les mettre en concurrence, parce qu'elle veut quelque chose de l'une ou de l'autre, et puis elle-même aussi qui sont... Et deux questions. Du coup, non mais c'est vrai, parce que je me dis, bon, les nanas au final, c'est quoi le truc quoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire mieux? Et puis de deux, est-ce qu'au final les mecs ils sont pas juste quelque part spectateurs quoi? Enfin c'est-à-dire parce que dans tout ça j'ai l'impression que en fait c'est nous qui avons le pouvoir au final de nos vies. Mais on nous l'a pas dit. Mince! Non, ça c'est vraiment sérieux. On nous l'a pas dit parce qu'on est dans des... Là, même dans les communs, on est dans une société patriarcale. Les hommes n'ont pas à dire quoi que ce soit parce que les femmes ont déjà été formatées.
Et tu verras que les femmes sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus Elles sont sévères dures. que les hommes ne Les pourront unes jamais envers les l'être. autres. Oui. Donc eux, ils bénéficient, à mon sens, ils bénéficient juste du fruit de notre travail, de ce que nous avons nous-mêmes déjà créé, parce que nous portons, mine de rien, nous portons ces vies, nous élevons même les enfants en les formatant déjà, et puis après on les lâche dans la nature. Un garçon, il n'a pas besoin de faire ci. Un garçon, ça ne fait pas la vaisselle, ça ne cuisine pas, ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Une fille, ça fait ci, ça fait ça, ça fait... Et attention, si tu fais ça, tu deviens une mauvaise fille. Si tu vas là, un gars, ça peut te violer. Mais c'était une erreur, il était dans ses faiblesses. Mais toi, tu t'es laissé faire quand même. Tu avais une mini-jupe. Ah oui, et tu t'es mise dans une posture qui lui a permis de... D'accord. Tout de suite. Moi, Oui, mais- moi, je rejoins ce que... Oui, allez-y. Pardon. Moi, c'est Nina, je suis désolée pour le retard, c'est passionnant. Bah, tu te présentes un petit peu, Nina? Oui, rapidement parce que je parle beaucoup. Oui. On est là pour ça. Alors, je suis Nina, je suis en fait la créatrice de Miss Aigli. Miss Aigli qui est une plateforme en fait de promotion des auteurs africains, afro-américains, afro-caribéens. Et en fait, mon idée, c'est de mettre en avant ces auteurs-là et de travailler réellement sur la diversité, mais en commençant par les enfants et puis après les adultes. Et c'est de proposer en fait des livres, des bandes dessinées dans lesquelles en fait on va trouver au moins un personnage issu de la diversité. Et on a plein dedans. Donc voilà, et sinon en dehors de ça, je suis tata de plein de nièces et de neveux qui m'inspirent énormément. Et, enfin, bon voilà, je pourrais en dire plus, mais je pense que... D'accord. Et donc, en fait, je me disais par rapport à l'intervention de tout à l'heure, effectivement, en fait, on est dans une... Enfin, les générations d'avant, en fait, ont eu ce truc-là de... Bon, ok, enfin, j'ai suivi depuis le début cette notion de il faut respecter la hiérarchie, il faut respecter l'aîné, il faut respecter ci, ça, et puis on a enfin, ce droit de ne pas parler. Je m'interroge beaucoup sur la société comorienne parce que du coup je me pose, moi je suis du Togo et c'est vrai que je retrouve aussi beaucoup de choses, mais enfin, la question que je me suis posée c'est mais est-ce que la génération actuelle elle est pareille en fait? Enfin, aux Comores en fait, est-ce que ce qui est raconté dans le livre, est-ce que la génération, enfin la nôtre du coup, est-ce que c'est la même chose? Et pour revenir à l'intervention de tout à l'heure, je pense que effectivement en fait il y a eu ce diktat là ou ce non-dit de dire bah, les femmes n'ont pas le droit de parler donc les filles doivent faire ci, les filles doivent faire ça. Enfin bon, on m'a souvent dit que je faisais peur aux hommes. Et oui, tu es trop intelligente, c'est ça? Visiblement, j'ai trouvé un. Un courageux. Un guerrier. C'est ça, il a osé, mon Dieu. Ouais. Et non, je pense qu'aujourd'hui, notre génération, en fait, on est dans une autre génération où on n'attend pas qu'on nous dise les choses, on n'attend pas, en fait, ce droit de... cette autorisation. Enfin, moi, j'ai attendu personne pour être qui je suis aujourd'hui. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents, on est 3 filles, qui nous ont énormément poussé en avant. Enfin, en dehors de Miss Aigli, je suis directrice de projet en informatique, je manage des hommes. Très compliqué de manager des hommes, honnêtement. Très compliqué, je pense que c'est le plus dur que j'ai fait jusqu'ici. Mais voilà, on n'a pas besoin, je pense, de cette autorisation-là, de se dire ok, si aujourd'hui j'ai envie de me mettre en mini-jupe, I'm so what, quoi. Quel est ton problème? Si tu n'arrives pas à te maîtriser, passe ton chemin, excuse-moi. Et si j'ai pas envie de cuisiner aujourd'hui, c'est pas très grave, hein. Il y a un traiteur qui existe en bas, et si t'es pas content, tu travailles autant que moi. Mauvaise femme. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, je pense que la génération d'avant, nos parents étaient éduqués autrement. Et aujourd'hui, en fait, c'est à nous d'éduquer nos garçons autrement. C'est super important. Et nos filles. Et nos filles aussi. Nos filles dans aussi. une pas attendre de demander la permission et d'aller chercher ce qu'elles ont. Exactement. Enfin, moi, c'est pour ça aussi ce projet. Donc, Miss Aigli, il me tient énormément à cœur parce que
en fait, on peut faire énormément de choses juste avec le mental. Et si on arrive à changer le mental, la façon de penser des filles et des garçons, je dis et des garçons parce que c'est hyper important. Moi, les livres féministes, j'ai décidé de les faire tous lire à mon Du coup, maintenant, quand je chute un livre, je prends un mot qui tu lis et puis on en discute après. Vous aussi, vous pratiquez la lecture à voix haute. L'air de rien. C'est ça. Non, mais voilà, c'est vraiment pour mon... Je l'avais dit, je parlais. Non, mais On est là pour ça. on est là Parce pour que échanger. tout ça, c'est de la parlotte aussi. Il y a quelqu'un qui a parlé et qui a pris notre temps. Donc, Mais- on est là. Mais il y a un passage, pardon, dans le bouquin, le chapitre c'est le débat, je crois. Et justement, il y a la jeune génération, parce que c'est des personnes qui ont l'âge de Reine, d'Arafat, et d'autres copains. Toujours le côté. Parce que c'est comme ça que je me souviens. Et donc du coup, ils échangent justement de points de vue, parce que Arafat, elle est très, je veux dire Arafat du coup, elle est très féministe, c'est une espèce de bulldozer. Elle veut tout écraser sur son chemin, parce qu'elle, cette société-là, l'horripile quoi. Et ta reine qui est beaucoup dans le... Enfin, elle est plus consensuelle, non? Bon, et puis après, elle découvre aussi, elle a pas vécu là pendant toute sa vie quoi, pour être dans un rejet épidermique. À un moment donné, elle fait le parallèle entre les deux. Entre celle qui, justement, repart parce qu'elle veut retrouver ses racines, connaître, absorber, et elle est presque émerveillée de voir tout ça. Et l'autre qui, parce qu'elle a grandi, justement, dans cette société-là, fait une overdose de toutes les traditions, de tout ce qu'elle est en train de vivre et subir. Tout le flambeau à Voilà. prendre. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est... Ouais. Ce passage-là, j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'ai lu 3 ou 4 fois. Je suis revenue dessus. Je me suis dit, enfin, quelque chose qui ne me fait pas... Parce que c'était vraiment ça. C'est même nous. Je veux dire, je ne suis pas née ici, ok, mais je suis arrivée quand même dans ce pays assez tôt. Chaque fois que je rentre, je vais au Congo et j'y vais souvent. Les gens ont du mal à concevoir que je sois congolaise parce que simplement, des fois, voilà, je suis sortie et les idées que j'apporte ou mes réflexions ne vont pas dans le sens de... On me dit, ah, Bunti. Tu parles parce que machin... Exactement. Mais qu'est-ce qui te reste de congolais, toi? Comment ça, tu ne connais rien de la société, tu ne sais c'est d'autant rien? plus insultant que ça voudrait dire que seules les personnes qui sont à l'extérieur Sont les arrivent à se gardiennes. rebeller Oui. par rapport à la société. Du coup, ça coupe la parole en fait à toutes les personnes qui, au quotidien, luttent pour une société différente, quoi. Et vice-versa. bien. Et vice-versa. Oui. Seules celles qui sont sur place Sont légitimes. seraient conscientes, sont Aussi légitimes légitimes, ouais. pour se rebeller contre ce qui s'y passe. Et celles qui sont à l'extérieur doivent se la fermer parce qu'elles ont le confort, elles ont fui, elles ne sont plus au combat. Mais moi, je trouve intéressant ce que tu as dit sur le fait que ce sont les, pour reprendre les termes d'une amie, que ce sont les femmes qui te matent et pas les hommes. Exact. Moi, je partirais pas de très loin, hein. J'irais dans les Disney, dans les contes de Perrault, dans les contes qu'on a lus, pour montrer que ce n'est pas une problématique qui est typiquement, qui est typique à un lieu donné. La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, etc. Toutes les méchantes reines, finalement, c'était un peu des mamans jalouses en fait, des mamans ou des belles mamans ou des tatas, ou voilà, c'est un peu la c'est ça, les marâtres, mais c'est pas forcément la belle-mère, ça peut être une sœur aînée, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses, des places qui sont à la place à laquelle on les a assignées et qui sont face à une autre personne qui a peut-être reçu une éducation différente, parce qu'aussi au fil des naissances, les exigences des parents baissent un petit peu. J'en suis l'exemple parfait aussi, hein. Moi quand je parle avec mes frères et sœurs aînés, des conversations que je peux avoir avec mes parents, t'as osé demander ça toi? T'as osé poser cette question et t'es encore vivante là? Enfin, c'est aussi, on n'a pas les mêmes parents aussi. Quand on fait On le n'a pas numéro les 1, mêmes c'est parents. chaud patate. Oh là là, Tous les ça, espoirs, je n'envie pas cette place. Passons. On va peut-être pouvoir en profiter pour faire une pause du coup. Oui. Et en fait, juste pour finir, je pense que c'est dans la nouvelle génération, en effet, on est un peu la génération qui est un peu au même point en fait. On a lutté, on a combattu, puis là on arrive à un point où on se retrouve entre personnes qui ont subi ou pas et qui ont envie de voir autre chose. On a ça en commun et du coup je me rends compte qu'il y a... Mais après il y a une diversité des profils, mais il y a des groupes qui se forment comme ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de soutien
Et c'est ça la bonne nouvelle. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une diversité des profils, parce qu'il y en a d'autres aussi qui essayent toujours de « mais non, reviens aux chaînes ». Enfin, j'ai vu des femmes du même âge que moi, ou plus jeunes que moi, qui, parce qu'elles ont peur, vont tirer un peu la charrette en arrière, parce qu'elles ont peur, ou alors qui vont s'arrêter, qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas parler. Et puis d'un autre côté, je peux voir des femmes qui étaient craintives. Je les rencontre quelques années plus tard et je me rends compte qu'en fait elles ont fait du chemin et elles ont explosé. Et puis on a d'autres aussi qui se rebellent mais silencieusement, qui subissent en silence et qui se rebellent silencieusement. Et j'ai qu'une envie, c'est de leur dire mais je sais pas, explose, si t'exploses, mais si j'explose l'édifice va s'effondrer, mais c'est pas grave, tu vas en construire un autre, tu vas construire celui qui te convient. Mais il y a une diversité comme ça, et c'est vrai que ce n'est pas du tout une photographie totalement exhaustive en fait. Oui. C'est, comme je disais, c'est vraiment un règlement de compte. C'est vraiment un règlement de compte pour... il fallait que les choses soient posées. Les choses demandaient, enfin, c'est même pas il fallait, c'est même pas je me suis dit je vais écrire sur ça, parce que sinon j'aurais peut-être fait une thèse ou j'en sais rien. Mais c'est des choses qui avaient besoin d'être posé sur la table et de dire écoutez, nous on est là. Vous faites comme si on n'existait pas, mais on est là, on pense. On est là, hein, depuis le début, on est là, on pense, on dit, on parle, et on existe, et il va falloir composer avec nous, il va falloir trouver quoi faire de nous en fait. Voilà. Merci. Sur ce, on va faire une pause.